Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par Digital Frontier Institute. Nous sommes particulièrement ravis de vous savoir toujours aussi nombreux pour participer au webinaire en français que nous organisons. Et nous vous remercions très sincèrement pour votre fidélité. Si vous permettez, je voudrais reconnaître la présence sur ce webinaire des participants en fonction chez de grands noms tels que Baobab Sénégal, MTN Côte d'Ivoire et MTN Bénin, les banques atlantiques de Côte d'Ivoire, du Bénin et du Niger, Wave Money Sénégal et Côte d'Ivoire, la BCAO, c'est-à-dire la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, et enfin Orange Bank Africa, qui étaient très nombreux à s'inscrire. Merci encore pour votre intérêt, pour l'intérêt que vous portez aux événements organisés par Digital Frontier Institute. C'est vraiment grâce à vous que nous arrivons à remplir notre mission, qui est de créer une profession de spécialiste de la finance digitale. Alors, la discussion que nous aurons ce jour du mois de septembre 2021, elle portera sur le thème du défi de la protection des clients des services financiers numériques en Afrique. Mais avant d'ouvrir la discussion, ce jour, j'aimerais souligner que ce mois de septembre à DFI a quelque chose d'assez particulier pour deux raisons. La première raison, c'est que cela fait désormais une année que DFI propose à sa communauté francophone des opportunités de développement professionnel à travers l'organisation de webinaires, la publication de plusieurs blogs spécialisés sur différentes thématiques de la finance digitale, la publication d'une newsletter en français, l'enrichissement d'une banque de données en ligne. Et tout ceci vient compléter une offre de plus d'une vingtaine de cours spécialisés sur différentes thématiques de la finance digitale qui s'adressent à des professionnels des banques, des fintechs, des institutions de microfinance, des organisations de développement ou des professionnels du domaine de la réglementation. D'ailleurs, le thème que nous abordons aujourd'hui, c'est-à-dire la protection des clients des services financiers numériques, relève avant tout du domaine de la réglementation. Et à ce titre, on comprend bien qu'il est important que les prestataires de services financiers numériques intègrent cette priorité dans leur stratégie commerciale. Enfin, la deuxième raison pour laquelle ce mois de septembre est particulier à DFI, c'est le lancement le 30 septembre prochain de l'Alliance des associations professionnelles de la finance digitale, que vous reconnaîtrez souvent sous le nom anglais de The Alliance of Digital Finance Association. Alors, l'Alliance représente les professionnels de la finance digitale sur la scène mondiale et c'est vraiment un réseau mondial de professionnels et d'organisations de la finance digitale qui regroupe à ce jour 10 associations professionnelles nationales en Asie et en Afrique. Les associations professionnelles sont présentes dans des pays tels que le Sénégal, le Bénin, le Ghana, le Mozambique, le Nigeria, le Soudan, l'Ouganda, la Zambie, le Zimbabwe et le Bangladesh. Et nous avons le plaisir sur ce panel de recevoir le vice-président de l'association Digital Frontier Sénégal, Charlie Dona Lokaku, et qui est également membre du comité de pilotage de l'Alliance des associations professionnelles DFI. Et il nous dira un mot tout à l'heure sur cette organisation. Alors, pour vous qui souhaitez mieux connaître l'Alliance of Digital Finance Association, donc l'Alliance des associations professionnelles de finance digitale, nous mettrons à votre disposition via le chat box plusieurs liens. D'abord, un lien pour découvrir le site web de l'Alliance et mieux connaître ses membres. Nous mettrons également à votre disposition des liens pour pouvoir vous abonner à nos canaux digitaux, LinkedIn, Facebook, Twitter. Et enfin, pour ceux d'entre vous qui souhaitent assister à la cérémonie de lancement de l'Alliance des associations professionnelles de finances digitales, nous mettrons également un lien à votre disposition. Je rappelle que la cérémonie de lancement de l'Alliance est prévue pour le 30 septembre. Alors, pour revenir au thème du jour, nous parlerons des défis liés à la protection des clients des services financiers numériques. Et pour débattre sur la question, DFI a invité pour vous 3 experts et praticiens des services financiers numériques qui nous aideront à faire un état des lieux afin de mieux comprendre pourquoi la question de la protection des clients des services financiers numériques se pose. Ensuite, apprécier la prise en compte par les prestataires de services financiers numériques de la dimension protection client dans leur stratégie commerciale. Et enfin, avec nos experts, ils nous donneront quelques recommandations et formuleront aussi quelques propositions à l'endroit des régulateurs et des décideurs politiques afin de mieux protéger les clients des services financiers numériques. Alors, pour mener cette discussion, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Maxime Fadon, qui est CEO de Malaika, une plateforme de commerce électronique dont le siège se situe au Bénin. Et Maxime dispose d'une riche expérience. Il a fait une carrière dans le secteur bancaire et surtout dans les télécommunications. Maxime, soyez le bienvenu.
Je crois que nous avons perdu Maxime, mais je crois qu'il va se reconnecter. Ensuite, nous avons également sur ce webinaire Fabrice Zagbayou, qui est expert en stratégie et innovation. Fabrice a fait carrière aussi bien dans le secteur bancaire, les télécommunications, que dans le conseil aux entreprises. Fabrice est basé en Côte d'Ivoire. Fabrice, soyez le bienvenu. Merci, Maxime. Et enfin, je le disais tout à l'heure, nous avons le plaisir d'avoir sur ce webinaire, sur ce panel, Charlie Donald Okaku, qui est d'abord directeur régional Afrique francophone chez Software Group, qui est un éditeur de solutions technologiques et digitales. Et Charlie est basé au Sénégal. Et je rappelle, comme je l'avais dit tout à l'heure, que Charlie est le vice-président de l'association Digital Frontier Sénégal, l'ADF Sénégal, et il est également membre du comité de pilotage de l'Alliance of Digital Finance Association, de l'Alliance Digital Finance Association. Charlie, soyez le bienvenu. Merci, Maxime. Merci. Alors, peut-être, nous allons faire un petit zoom sur l'Alliance des associations Digital Frontier. Charlie, est-ce que vous pouvez nous toucher un petit mot sur cette organisation, sur l'Alliance des associations professionnelles de finances digitales qui sera lancée le 30 septembre prochain? Oui, bien sûr. Merci Maxime encore une fois. Merci à tout le monde. C'est un plaisir pour moi de répondre au nom de l'Alliance. Alors, ce que je peux dire sur l'Alliance, c'est qu'aujourd'hui, il faut noter que l'Alliance, premièrement, émane justement des différentes associations pays de DFI. Alors, on ne peut parler de l'Alliance sans parler de DFI en réalité. DFI, comme vous savez, c'est cette organisation-là qui forme et qui sort notamment des experts de la finance digitale à travers ces différentes formations en ligne. Alors, c'est parti de là que les alumni des différents pays sont réunis avec le leadership, sous le leadership notamment de DFI et de ses différents partenaires, d'accord, de pouvoir justement avoir une alliance au niveau mondial. Donc, aujourd'hui, l'alliance justement représente les professionnels de la finance digitale à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, parmi les bons fondateurs, on en compte 10 organisations, notamment 2 de la zone Afrique francophone, 2 de l'Asie du Sud, notamment le Bangladesh et le Pakistan. Et tout le reste, notamment, ils viennent de la région Afrique anglophone, donc le Soudan, la Tanzanie, le Zimbabwe, etc., le Ghana, voilà, et autres. Donc, il faut noter qu'aujourd'hui, l'Alliance vraiment souhaite être la voix, notamment des professionnels de la finance digitale, comme je disais, et à travers notamment ces différents programmes, voilà, notamment de leadership dans la région, de collaboration, de partenariat, de plaidoyer surtout, de plaidoyer au niveau des différents décideurs, de pouvoir contribuer notamment à l'inclusion financière, à un impact beaucoup plus social, à un impact beaucoup plus économique. Voilà. Et c'est ce lancement-là, justement, que nous allons faire le 30, où déjà nous avons enregistré plus de 250 participants, voilà, venant notamment des différents pays, des décideurs, des organisateurs, des organisations voilà, qui seront présents et qui vont assister au lancement notamment de l'Alliance. Merci. Merci, Charlie. Je crois que tout à l'heure, Maxime va nous rejoindre. Je crois qu'il a un petit souci technique. Mais nous allons peut-être continuer. Avant d'entrer dans la discussion, j'aimerais passer quelques informations à l'endroit des participants. Ce webinaire sera enregistré et publié sur le site de Digital Frontier Institute et sur YouTube. Alors, la discussion avec les panélistes elle durera environ 45 minutes. Les participants pourront interagir avec nous en posant leurs questions via le chat box. Et nous consacrerons environ 15 minutes pour la séance de questions et réponses. Et à cet effet, je voudrais préciser que pour pouvoir nous adresser, lorsque vous nous adresserez vos questions, nous allons vous prier de bien vouloir préciser vos noms, prénoms, emails, afin que si nous n'arrivions pas à répondre à vos questions pendant la discussion, que nous puissions vous faire parvenir des réponses par écrit. Alors, sans plus tarder, je m'en vais lancer la discussion. Et pour planter le décor et mieux comprendre avec nos panélistes pourquoi la protection des clients des services financiers numériques est un défi, je vais d'abord me tourner vers Fabrice. Et Fabrice, je vous demanderai de bien vouloir partager avec nous votre retour d'expérience
par rapport aux défis des clients des services financiers et numériques. Quel est réellement le problème? Merci, Fabrice. Merci, Maxime. Moi, je vais commencer sur une anecdote. D'accord? J'étais dans une mission dans un pays de la sous-région, sur une mission de transformation digitale. Et lorsqu'on a rencontré les clients potentiels, en fait, lorsqu'on leur a dit, écoutez, maintenant, vous allez utiliser votre téléphone pour faire vos transactions, la première chose qu'ils ont dit, oui, mais ils vont voler mes informations, on va voler mon argent. Ça n'avait l'air de rien, mais c'est la première chose qui sortait systématiquement. Autrement dit, aujourd'hui, le client africain, en général, ouest africain en particulier, a peur du traitement de ces informations. Il a conscience que la donnée personnelle est aujourd'hui un enjeu stratégique. Il a peur de tout ce qui est cybercriminalité, de tout ce qui est criminel lié à la falsification des data. De sorte que il a besoin d'être rassuré sur le traitement qu'on fait de ces données, sur le traitement qu'on fait de l'information qu'on prend de lui, sur le traitement qu'on fait de tout ce qu'on lui demande comme information personnelle et sensible. Voilà pourquoi les gouvernements, les entreprises ne peuvent se permettre d'occulter cet aspect des choses dans tout ce qui est programme, dans tout ce qui est projet de gouvernance, dans tout ce qui est programme de transformation. C'est aujourd'hui, la protection des données est aujourd'hui l'une des thématiques stratégiques, comme on le dit dans le jargon consacré, mais je dirais l'une des thématiques majeures. Merci. Merci Fabrice pour cette intervention. Je crois que nous sommes heureux de savoir que Maxime nous a rejoint après un petit souci technique. Merci, toutes mes excuses. Ouais. Pas de souci, ça arrive. D'accord. Alors, juste pour rappel, à l'attention des participants, donc Maxime Fador est CEO de Malaika. Donc Malaika est une plateforme de commerce électronique qui est basée au Bénin. Et je disais tantôt que Maxime a fait carrière dans le secteur bancaire et il a fait une plus longue carrière dans le secteur des télécommunications et il est maintenant dans le commerce électronique. Donc, nous venions de commencer à planter un peu le décor avec Fabrice qui a évoqué l'un des premiers défis l'un des premiers défis liés à la protection des clients des services financiers numériques. Et Fabrice parlait tantôt du défi lié à la protection des données personnelles. Donc, Maxime, pour te recevoir, nous allons nous tourner vers toi pour que toi également, tu puisses nous partager ton expérience, non seulement dans les télécoms, mais également du commerce électronique. Aujourd'hui, de plus en plus, on pousse les clients à utiliser des moyens de paiement électroniques pour effectuer des achats dans la vie courante ou bien effectuer des achats en ligne. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui? Comment se pose le problème aujourd'hui en termes de protection des clients? Quel est le problème réel que aujourd'hui les plateformes de commerce électronique rencontrent à convaincre des clients d'utiliser des moyens de paiement numérique? D'accord, ok. Merci beaucoup, Maxime, pour ce webinaire. Alors, il faut dire que il y avait ce que j'appelais des présomptions. Et aujourd'hui, à l'épreuve des faits ou d'observation réelle sur aujourd'hui, avec la pratique des paiements sur la plateforme Malaika, on a fait un certain nombre de constats. Le premier constat, c'est qu'aujourd'hui, les acteurs ou ceux qui veulent payer trouvent que le paiement en ligne est comme un service de confiance. Et donc, aujourd'hui, ils ne veulent pas forcément, au fait, faire les paiements en ligne. Ils veulent avoir d'abord le produit avant de pouvoir payer. Ça, c'est un élément important qu'il faut faire ressortir. Deuxième élément qu'il faut faire ressortir aujourd'hui, tous les acteurs ou tous ceux qui veulent acheter n'ont pas au fait cette éducation digitale et cette éducation financière pour pouvoir se connecter à Internet et pouvoir faire les paiements. Maintenant, troisième élément qui se pose également en termes de mécanisme de paiement ou les défis en termes de paiement aujourd'hui, c'est que la plupart des acteurs trouvent que, ayant vécu tous les problèmes d'arnaque ou de fraude qu'il y a eu sur soit leur compte mobile ou autre aujourd'hui,
sont réticents au fait à vouloir venir faire des paiements sans avoir la preuve que oui, ils ont reçu ils ont reçu le produit, etc. Lorsque je sors de cet environnement et que je reviens sur l'exemple au fait du secteur des télécoms, il faut dire que les défis partent même de l'enregistrement ou bien de la prise en charge du client à l'entrée et tout le long de son processus, il y a pas mal de défis. Le premier, c'est lequel? À l'entrée où le client vient ouvrir son compte ou bien on lui vend une SIM, des fois, l'opérateur en face ou le conseiller clientèle en face n'explique même pas peut-être au client qu'on veut lui ouvrir un compte mobile. Parce qu'il y a, si c'est un marché, l'ouverture, la création du compte ou bien la vente de la SIM déclenche automatiquement l'ouverture de compte mobile. Et des fois, il y a une asymétrie d'information qui se pose du fait que le client n'a même pas l'information sur qu'on lui a ouvert un compte et qu'on a même collecté un certain nombre de ces données. Deuxième élément, comme là, je rejoins Fabrice, c'est vrai que, comme tu as parlé des données personnelles, est-ce qu'aujourd'hui, le client sait ce qu'on fait de ces données? Ce n'est pas évident. Troisième point, aujourd'hui, dans le processus de conception et de développement ou de lancement des offres, au niveau services financiers numériques, la plupart du temps, lorsqu'on regarde, c'est que les acteurs viennent planter ou bien implémenter des offres qui existent. On va dire, bon, il faut faire les offres de base, le P2P, le transfert, etc., sans pour autant aller dans une logique de co-création avec les utilisateurs des services pour comprendre réellement quels sont les éléments dont ils ont besoin. Et à partir de ce moment, il y a un risque dans le fait que la protection du client n'est pas prise en charge puisqu'on vient avec un produit, peut-être qu'il ne répond pas à ses besoins, on vient lui vendre un produit peut-être qui est cher, on vient lui vendre un produit qui n'est pas transparent, et la preuve palpable, ou bien par exemple, on implémente un produit pour lequel les algorithmes qui sont utilisés pour générer, pour traiter les données, peut-être arrivent à défalquer de l'argent ou bien à faire objet au fait de perte d'argent pour le client. Donc, autant de questions ou autant de défis qui se posent dans l'utilisation des services financiers numériques. Merci Maxime. Et peut-être j'aimerais partager avec vous une petite anecdote. Tout à l'heure, tu as évoqué un défi qui est déjà rencontré au moment de l'ouverture de compte. Et là, j'aimerais citer un village d'Afrique dans lequel un agent marchand, lorsqu'il ouvre les comptes mobile money à ses clients, il utilise le même code PIN. Donc ça également, voilà un risque. Voilà un risque. Quelqu'un qui peut accéder au compte mobile money de tous ses clients, c'est quand même quelque chose qui est assez inquiétant. Et ça met vraiment en évidence le besoin d'une éducation financière des utilisateurs des services financiers numériques. Et j'aimerais maintenant me tourner vers Charlie, parce que tout à l'heure, on a évoqué un certain nombre de défis, déjà l'ouverture de compte, l'éducation financière, la protection des données, également le manque de confiance dans les moyens de paiement digitaux. Et la question que je m'en vais adresser à Charlie, c'est comment vous percevez aujourd'hui ces défis au sein d'une association comme l'ADF Sénégal, donc l'association Digital Frontier Sénégal, ou encore au niveau de l'Alliance des associations DFI qui, elles, couvrent un champ qui est plus large avec des marchés tels que les marchés anglophones, les marchés anglophones. Les marchés francophones, les marchés anglophones. Comment vous percevez ces défis? Ok, merci beaucoup Maxime. Bon, déjà, il faut noter qu'au niveau des différentes régions, il y a plusieurs indicateurs où je dirais les réalités ne sont pas les mêmes. Il y a des régions qui sont beaucoup plus avancées, notamment la région anglophone est beaucoup plus avancée et ils ont vécu des expériences déjà sur lesquelles la région francophone se base aujourd'hui justement pour pouvoir mener ses actions. Et il faut noter qu'au niveau de l'association, nous partons justement aussi d'un constat. Le constat, il est que à mesure que l'industrie justement se développe, il y a de nouveaux consommateurs, d'accord, de nouveaux consommateurs qui entrent dans le marché. Et sur la plupart des consommateurs, il y en a peut-être qui n'ont jamais vécu l'expérience des services financiers. D'accord? Ça, c'est un point intéressant. Du point de vue inclusion financière, oui, au niveau mondial, ça augmente justement le taux d'inclusion financière. Mais le second point de vue, c'est bien
intéressant de voir que le nombre d'utilisateurs, le nombre de consommateurs augmente, mais le paradoxe est que, d'après les rapports notamment de GSMA et des différentes organisations dans la recherche, ça montre que 30% de ces consommateurs, justement, ne sont pas actifs. Ils ne sont pas actifs, ce qui pose un gros problème. 30%, c'est quand même énorme. Donc, ce qui fait qu'on remarque que, justement, ce sont des clients qui sont très vulnérables. Qui sont très vulnérables. Ce sont des clients qui ont vécu peut-être une première expérience. Cette expérience, justement, a été assez mauvaise. Donc, ils abandonnent le produit, d'accord, ou justement, ils sont dans des conflits en griffe social ou judiciaire, justement, avec les fournisseurs de services financiers. Donc, nous aujourd'hui, au niveau de l'association, notre rôle, justement, c'est de faire le maximum de plaidoyer. C'est de faire le maximum de plaidoyer, justement, au niveau des décideurs, des régulateurs, des fournisseurs de services financiers numériques, afin qu'ils puissent, justement, puissent tenir compte de l'aspect humain, de l'aspect sensibilisation, justement, dans l'éducation financière des consommateurs. Voilà, nous tentons justement de pouvoir démystifier à travers nos activités les services financiers numériques déjà, d'accord? Et nous pensons également, pour le cas de l'Alliance, organiser ou participer à plusieurs cadres d'échange avec notamment les différents experts que nous sortons des différentes formations, d'accord? Afin de pouvoir, oui, contribuer à l'éducation financière, contribuer à une meilleure inclusion financière. Donc, nous, aujourd'hui, voici un peu comment nous voyons, je dirais, les défis au niveau de la protection des clients, qui serait pour nous essentiellement du plaidoyer, de la sensibilisation au niveau des consommateurs et du plaidoyer au niveau des décideurs directement. Merci. Merci, Charlie. Et je crois que c'est peut-être l'occasion de mettre en évidence une action qui a été menée par l'une des associations DFI en Ouganda, qui, à travers un plaidoyer, a réussi à ramener, a réussi à amener le gouvernement à revenir sur une décision, une mesure qui visait justement à taxer le mobile money. Donc, c'est pour dire un tout petit peu le rôle des associations qui est vraiment de participer au développement de l'écosystème, mais également de pouvoir se faire entendre via le plaidoyer. Donc ça, c'était quand même quelque chose que j'avais voulu rajouter. Peut-être qu'un élément par rapport au taux d'utilisation que Charlie vous évoquait tout à l'heure, il me semble que vous vouliez plutôt dire 30% de comptes actifs. Oui, 30%. De comptes actifs, voilà, tout à fait. Tout à fait, juste pour que les participants soient bien situés. Donc maintenant, nous allons peut-être nous intéresser beaucoup plus à la stratégie commerciale des prestataires de services financiers numériques, puisque c'est vraiment d'eux qu'il s'agit, ce sont les principaux acteurs aujourd'hui dans la fourniture des offres mobile money, des crédits digitaux, de l'épargne, etc. Alors, aujourd'hui, on a quand même pas mal de défis avec ces prestataires de services financiers numériques. Et j'aimerais me tourner vers Fabrice Fado en tant que non seulement directeur d'une plateforme de commerce électronique, mais également un professionnel qui a exercé longtemps dans le secteur des télécoms. Alors, comment est-ce que vous intégrez de façon pratique la protection des clients des services financiers numériques dans vos stratégies commerciales? Si je prends par exemple les plateformes de commerce électronique, est-ce que, par exemple, vos conditions d'utilisation sont très explicites sur les frais payés par vos clients? OK, merci Maxime. Alors, sur la partie concernant comment nous intégrons la protection des données dans notre stratégie commerciale. Bien entendu que le premier élément en matière de vente en ligne, c'est d'abord qu'il faut que les conditions générales d'utilisation du service soient connues par les utilisateurs. Parce qu'il faut qu'ils sachent si je fais un achat et à quelles conditions je peux retourner, à quelles conditions je suis satisfait ou remboursé, quels sont les taux, les frais qui sont appliqués lors du paiement. C'est important que le client sache, sinon il n'aura pas confiance dans le service. Et à cet effet, nous, qu'est-ce qu'on a fait? C'est des stratégies simples parce qu'il faut communiquer. Donc, le premier élément,
il y a d'abord, lorsque vous allez sur notre plateforme, vous avez un onglet où vous avez les conditions générales. Et on demande à ce que le client puisse avoir accès à ligne. Maintenant, on a fait également aussi un résumé de ces conditions générales et sur lesquelles à chaque fois nous communiquons par WhatsApp ou par lien mail à certains des numéros qui viennent au fait de consulter la plateforme. Des informations sont générées. Et chaque fois, une information capitale qu'on communique, c'est sur comment acheter, quels sont les taux ou les taux qui sont appliqués lors des achats, etc. Donc, on a fait, sur une période de 3 mois, une campagne d'information à l'endroit de notre base d'abonnés sur les conditions d'utilisation. Deuxième élément que je voudrais énoncer, et c'est d'ailleurs d'actualité, nous avons, au niveau de Malaika, lancé une action avec MTN Mobile Money au Bénin, qui est d'ailleurs à féliciter, parce qu'on a fait le constat que les clients veulent acheter, mais ne veulent pas payer directement sur la plateforme. Ils préfèrent, quand vous les livrez, ils donnent le cash, ou qu'ils préfèrent faire un paiement marchand simple. Or, l'idée, c'est qu'on voulait, pour retracer l'ensemble des transactions, il faut nécessairement que le client arrive en se connectant à la plateforme, renseigne les données et fasse le paiement. Alors, ce que nous avons retenu dans le cadre de l'action qui va finir en novembre avec MTN Mobile Money, c'est qu'on a accordé un discount au fait de 25% sur l'ensemble des produits qui sont achetés sur la plateforme. Et dans cet état de choses, MTN Mobile Money aujourd'hui nous fait des campagnes d'information très ciblées, très orientées, en tenant compte des profils des abonnés et tous les dormants, les actifs, etc. Et ça rentre dans une campagne d'information et de pousser les acteurs à venir acheter sur la plateforme. Derrière aussi, nous avons un système de back-office, on a une équipe back-office qui reprend les clients qui n'ont pas cette capacité à aller sur la plateforme, certains disent qu'ils n'ont pas d'Android, etc. Et donc, sur cette base de clients qui ne peuvent pas accéder à la plateforme, il y a des phonings qui sont faits à leur endroit par notre équipe back-office pour les amener soit à faire le dépôt sur un numéro et à ce que l'équipe back-office ici puisse faire le paiement pour leur compte. Et ils sont livrés. L'idée, c'est d'arriver sur une période de 3 mois, voir est-ce qu'on va tirer des conclusions, quels sont les défis que nous avons eus, quels sont les résultats aujourd'hui et comment est-ce que nous avons pu, c'est une expérience qu'on veut tester, amener les clients à pouvoir payer sur la plateforme. Deuxième élément, pour revenir au secteur des télécoms, comment est-ce qu'on intègre le défi de la protection des consommateurs dans la stratégie commerciale dans la protection des consommateurs. Le premier élément, tel que je l'ai énuméré au début, c'est d'abord de prendre en compte le besoin du client dans la conception du produit. Parce qu'à partir du moment où le besoin du client n'est pas intégré dans la conception du produit, c'est sûr qu'il y aura un problème d'utilisation ou d'usage de votre produit, parce qu'il n'aura pas confiance. Un autre élément, c'est qu'à partir du moment où le produit, donc c'est pour ça qu'on va voir dans sous d'autres cieux, où on parle, certains, on applique l'approche ACD, Charlie pourra peut-être en parler plus, Human Centered Design, où il faut aller rencontrer les acteurs, discuter en petit groupe avec les acteurs, identifier les besoins quotidiens qu'ils ont, pour pouvoir en arriver à sortir des produits innovants qui sortent du standard et qui s'adaptent aux réalités des utilisateurs. Ça, c'est des éléments importants qu'il faudrait intégrer dans la stratégie commerciale. Un autre élément qui rentre dans la stratégie, comment est-ce qu'on intègre la stratégie commerciale dans la protection des données? Il faut sensibiliser, il faut informer, il faut former. Ça, c'est quelque chose d'indéniable qu'on néglige beaucoup, mais qui est important dans la protection du consommateur. Il faut que le consommateur connaisse quels sont ses droits, quels sont ses devoirs, quelles sont les caractéristiques des produits, il faut que ça soit transparent pour lui, pour qu'il soit en mesure de décider de consommer ou pas. Tant qu'il ne sait pas, puisque nous sommes dans des cas de services de confiance, il ne va jamais utiliser. Et on arrivera à des cas où on va dire que le taux, j'ai lu le dernier rapport du ISMA, on a près de 1,2 milliard de comptes, mais c'est 300 millions de comptes qui sont actifs. Donc, ça, c'est des problèmes réels. Est-ce qu'aujourd'hui, le client, lorsqu'il est enregistré, on a un service, même celui qui l'enregistre, lui donne l'information sur comment son compte doit-il utiliser, quels sont les tarifs qui sont appliqués, comment est-ce qu'il peut se plaindre. Parce que ça, c'est un élément important aujourd'hui dans la non-utilisation des services. Le client ne sait pas où il doit se plaindre.
à quelle structure ou bien à quelle entité doit-il remonter ses plaintes? C'est vrai que dans les télécoms, on a des services back-office, gestion de relations clientèle ou les call centers. Est-ce qu'ils sont pris en charge correctement? Comment est-ce qu'il y a un recours pour pouvoir, au fait, se plaindre? Bon, je sais qu'au niveau des États, au Bénin particulièrement, au niveau de l'ARCEP, ils ont fini par mettre en place un numéro court que le client peut appeler et pour se plaindre. Il peut écrire à l'ARCEP pour se plaindre lorsqu'il se trouve qu'il est grugé, etc. Donc, autant d'éléments qui doivent être pris en compte dans une approche vraiment holistique pour être sûr que dans l'acquisition, le développement et l'usage du service, que l'ensemble de ces aspects-là sont pris et sont intégrés dans la stratégie commerciale. Parce que la stratégie commerciale, je ne vois pas seulement la vente, mais je vois tout le process en interne, en termes de procédure, en termes de process, en termes de gestion de relations clients, en termes d'information, de sensibilisation, qui amène le client à se dire oui, je fais confiance à ce service, encore qu'il s'agisse de monnaie, je peux mettre mon argent dans ce compte, je peux l'utiliser, etc., etc. Merci, merci Maxime, mais je vais rester avec vous. Alors, toujours par rapport aux conditions d'utilisation de services des plateformes de commerce électronique. Aujourd'hui, par exemple, au Bénin, nous avons un code du numérique qui précise un tout petit peu dans quelles conditions l'activité de commerce électronique est exercée. Et ça, par exemple, le code encadre un tout petit peu le droit qu'a le client de pouvoir retourner des produits. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un élément que vous intégrez dans votre stratégie commerciale? C'est le premier élément pour nous. C'est le premier élément pour nous parce que c'est des services qui sont, même si sous dossier ça existe, c'est des services qui sont nouveaux. En tout cas, quand je prends le contexte du Bénin, la pratique existe, mais les gens, ils n'ont pas encore adhéré. Et pour ça, on doit être dans une démarche de dire, notre client, soit il est satisfait ou il est remboursé. On a eu des cas, nous, on a eu des cas palpables. Nous avons eu à vendre au niveau de Malaika des téléphones, je ne vais pas citer les marques, mais quand les clients ont utilisé, ce n'était pas bon. Nous avons été obligés de commander d'autres types de téléphones et de remplacer ces téléphones-là et leur reprendre les téléphones existants. Parce que la question de la satisfaction client est importante. Tant que ce n'est pas pris en compte, naturellement, il n'y aura pas de réachat. Et donc, aujourd'hui, pour nous, un client qui est livré, ça, c'est le premier élément d'ordre, en tout cas, au niveau de notre plateforme. Un client qui reçoit un produit qui n'est pas satisfait ou bien qui remonte un certain nombre de difficultés ou de problèmes par rapport au produit, nous retirons simplement et calmement ces produits et nous les remplaçons. Ou carrément, nous disons, écoutez, gardez le produit, dès notre prochaine commande ou bien de nouvelles commandes, nous allons vous le remplacer. Et on discute vraiment parce que je donne place de choix au volet relations clients et back-office. C'est le back-office pour prendre réellement en compte le client. Parce que si déjà à l'entrée, aujourd'hui, le client n'est pas satisfait, c'est sûr qu'il n'y aura pas réachat. L'élément important que je veux rajouter aujourd'hui, c'est quoi? Sur la Malaika, nous avons développé aujourd'hui un module que nous avons appelé le module d'apporteur d'affaires. Un client qui vient sur la plateforme et qui s'inscrit devient automatiquement un apporteur d'affaires. Ce qui suppose que si le client qui achète chez toi n'est pas satisfait, tu es sûr qu'il ne va pas recommander ton produit. Et à partir du moment où il est client et apporteur d'affaires, il est en mesure de générer un lien et de le diffuser à ses amis proches pour qu'ils viennent acheter à partir de son lien. Et quand les gens achètent à partir de son lien, lui-même gagne des commissions. Donc, nous avons intérêt à ce que chaque client qui vient et qui commande chez nous soit satisfait. Donc, c'est un élément innovant que nous avons lancé la semaine dernière. Tout client qui vient sur la plateforme, vient s'inscrire, devient automatiquement un apporteur d'affaires. À partir de ce moment, si un client achète un produit et il n'est pas satisfait, nous avons le devoir, et d'ailleurs, nous réglons ça automatiquement. Merci Maxime pour cette précision. Et je crois que le premier apaisement que j'ai eu, c'était par rapport à la transparence au niveau de la tarification, parce que c'est souvent un sujet au niveau des plateformes de commerce électronique, avoir quand même une tarification transparente, puisque non seulement il y a le prix des produits, il y a les frais de transport, mais il y a également les frais liés, les frais des agrégateurs, donc des fournisseurs des moyens de paiement. Et ça, le client ne comprend nécessairement pas comment ces frais sont répartis et peut
à des moments, il peut penser que ce sont des frais qui sont ajoutés au produit. Et ça met vraiment, ça met vraiment en évidence le rôle capital qu'est celui aujourd'hui des hotlines dont vous avez fait mention il y a un instant. Là, maintenant, j'aimerais me tourner vers Fabrice Zagayou qui avait tout à l'heure évoqué un défi lié à la protection des données, parce que ça, c'est un véritable sujet dans l'écosystème des services financiers numériques. Et la question que je voudrais poser à Fabrice, c'est qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui sur la façon dont les prestataires de services financiers numériques intègrent justement cet aspect qu'est la protection des données personnelles? D'accord, ok. Merci encore, Maxime. Vraiment, merci pour ce webinaire. Moi, je vais plutôt regarder dans l'angle du consultant, celui qui est censé accompagner les entreprises. Il faut comprendre une chose, il y a deux façons de pénétrer un marché. On le pénètre soit avec la réduction des coûts, c'est-à-dire je fais moins cher que mes concurrents, ou bien je viens avec ce qu'on appelle la disruption. C'est-à-dire, je viens avec un produit qui intègre des fonctionnalités, qui intègre des capacités telles que ça rend caduque les autres produits du marché. Et tout ce qui est du numérique, la transformation digitale s'intègre généralement dans le second point, la seconde façon de pénétrer un marché, qui est la disruption. Mais comme je le disais récemment à quelqu'un, on ne vend pas la transformation digitale. On ne vend pas du numérique tout de go. Ce qu'on vend, c'est une expérience client. C'est-à-dire, le client on dit au client, bah, écoute, on ne lui dit pas, désormais, c'est des algorithmes ou des robots qui vont traiter tes données crédit pour te dire si on peut te donner un crédit ou pas. On dit au client, désormais, ta réponse de crédit, tu l'as en 5 ou 10 minutes. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On lui dit, écoute, aujourd'hui, tu n'as plus à te déplacer en agence pour faire tes transactions, tu les fais depuis la maison. C'est ça qu'on lui vend, en fait. On lui vend une expérience. On lui vend une expérience client. On lui vend une expérience. D'accord. Donc, pour qu'il accepte de participer à cette expérience, il faut qu'il soit rassuré que ce qu'il a comme information est sécurisé. Et c'est en ce sens-là que tout ce qui est communication ou traitement des données personnelles est important dans la stratégie à mettre en place. Parce que lorsque tu dis à un client, à partir de maintenant, tu n'as plus besoin de te déplacer, en fait, tu n'as qu'à rester chez toi à la maison et tu fais ta transaction, il va te dire, oui, mais est-ce qu'ils ne vont pas voler mes informations financières? Et tu lui diras non, parce que voici les mécanismes qui sont mis en compte. Voici la loi sur la protection des données financières la loi sur la protection des données personnelles que nous avons mis en compte. Voici notre service Data Protection Officer qui est en charge du traitement de tes données. Voici l'autorisation au niveau du régulateur, la RTCI en Côte d'Ivoire, ou bien la BCAO si on prend au niveau régional. Voici les autorisations qu'on a. Par conséquent, l'expérience que tu vivras, elle est sécurisée, elle est régulée et ça rassure le client. Ça lui permet donc de souscrire au service. En fait, aujourd'hui, la protection des données personnelles est un argument commercial. Vous ne pouvez pas demander à un client, on va rentrer dans une expérience nouvelle, on va rentrer dans un processus nouveau, sans lui dire qu'il aura la même sécurité qu'il a lorsqu'il va de façon physique. Il sait que quand il va en agence, il y a des papiers qu'il a signés, donc on sait que c'est vraiment lui qui a fait la transaction. Aucune transaction ne peut être faite si ce n'est pas lui qui a venu donner l'autorisation à l'agence en signant le bordereau de retrait. Aujourd'hui, vous lui dites, tu peux faire ça à distance. Est-ce que ça sera vraiment moi qui vais donner l'ordre, en fait? Comment est-ce que tu le rassures à ce niveau? C'est simple, c'est avec l'organisation. Tu es un Data Protection Officer, la loi est respectée, tu lui indiques le traitement que tu vas faire, ce qu'on appelle la loyauté, en fait, au niveau du traitement des données sur les différents principes à respecter. La loyauté pour dire, écoutez, voilà ce que je vais faire avec vos données, voici le processus que ça va suivre, voici les personnes qui vont le traiter et voici quel sera le résultat final. Le client se sent rassuré et est d'accord pour participer à la nouvelle expérience client que vous lui donnez. Et donc, il adhère à votre produit. Pourquoi? Parce qu'il adhère à la nouvelle expérience que vous lui vendez. Voilà en résumé comment c'est intégré. Merci Fabrice. C'est vrai que dans votre développement, vous avez évoqué quand même
un certain nombre d'éléments qui peuvent montrer, disons, cet engagement d'un prestataire de services financiers numériques à intégrer la dimension, l'aspect protection des données. Vous avez parlé du Data Protection Officer. Vous avez également évoqué une autorité en Côte d'Ivoire, qui est en charge de la protection des données. Mais est-ce que vous pensez que sur votre marché aujourd'hui, que les entreprises intègrent suffisamment, parce que la question était quand même claire, suffisamment, est-ce que vous pensez qu'elles intègrent suffisamment cet aspect? Parce que qu'est-ce qu'on fait de mes données lorsque j'ouvre un compte Mobile Money, d'accord? Qui sont les prestataires qui fournissent ce service? Parce que je vais vers une institution qui noue plusieurs partenariats. Que font ces partenaires des données qui permettent de rendre le service? C'est pour ça que je posais la question de savoir, est-ce que vous pensez que cet aspect est suffisamment pris en compte par les prestataires de services financiers? Laissez-moi répondre à votre question par une statistique. Le nombre de recrutements de Data Privacy Officer a été multiplié par 4 sur les 3 dernières années. Ça veut dire que les entreprises, de plus en plus, ont pris conscience qu'il y a un véritable défi dans la protection des données. Elles y travaillent, multiplié par 4. Preuve en est, aujourd'hui, chaque 6 mois, le régulateur s'assoit et mène des ateliers de réflexion avec les participants sur la protection des données personnelles. Ils sont à cet instant même précis en train de renforcer leur équipe à ce niveau. Donc, oui, est-ce que c'est parfait? Ça ne l'est pas encore. Est-ce que des efforts sont faits? Oui, des efforts sont faits. Bon, après, vous allez dire que je prêche ma chapelle, mais je peux garantir que les clients que j'accompagne dans le processus de transformation digitale, en tout cas, le volet de data privacy est pris en compte depuis le début de la stratégie de réflexion. Depuis la stratégie de réflexion, depuis le début. Voilà. Donc, oui. Effectivement, il y a des efforts à faire. Je ne vais pas le cacher. Il y a encore des insuffisances. Il y a toujours des petits récalcitrants qu'il faut rappeler à l'ordre. Mais aujourd'hui, en général, oui, des efforts sont faits et nous sommes sur la bonne voie. Merci Fabrice. Je vais peut-être maintenant me tourner vers Charlie. Justement, j'ai quasiment la même question pour Charlie, mais là maintenant, je m'intéresse particulièrement aux fournisseurs technologiques. Est-ce que vous pensez que les fournisseurs technologiques intègrent suffisamment la protection des clients? Pas nécessairement les données, mais la protection des clients. Ok, merci beaucoup Maxime pour la question, justement. Alors, je ne pourrais pas me prononcer exactement au nom de tous les fournisseurs technologiques, parce que je ne représente pas l'association des fournisseurs technologiques. Mais bon, je pense que je pourrais répondre quand même d'un point de vue, fournisseur technologique à l'échelle mondiale et connaissant aussi certains fournisseurs technologiques, ou je dirais éditeurs à l'échelle mondiale qui sont, oui, nos partenaires, mais à la fois aussi nos concurrents, que je connais un peu. Je pourrais dire que oui. Vous savez, aujourd'hui, la protection des clients comment je vais dire, fait partie justement des protocoles de sécurité qui motivent, d'accord, les éditeurs. Alors, si je peux cartographier un peu aujourd'hui l'écosystème des éditeurs, complètement, vous voyez, aujourd'hui, vous avez l'éditeur et vous avez le client corporate, vous avez le client particulier et vous avez le régulateur en bas. Donc, vous avez ce triangle-là, en réalité, où le client corporate, lui, en réalité, il a des solutions qu'il propose à des clients particuliers. L'éditeur, lui, il est en haut du triangle. Et lui, il est chargé de fournir des solutions. Donc, c'est le commencement déjà de la protection du consommateur ou du client. Aujourd'hui, il faut noter que, oui, les éditeurs, notamment un éditeur à l'échelle mondiale, ne peut que respecter la protection des données, ne peut que respecter notamment la protection du consommateur, la protection du client corporate, parce que c'est la base.
Aujourd'hui, dans la plupart des appels d'offres, on exige des certifications. On exige des certifications, des standards qu'il faut respecter. Et même avant d'aller plus loin, il faut noter que déjà, la protection des clients, déjà, est une décision d'abord du top management. Et une décision du top management. Une top management, c'est d'abord le conseil d'administration, c'est le directoire de l'entreprise. C'est l'ensemble des procédures et processus en interne de l'entreprise qui incarnent déjà la protection des clients ou la protection du consommateur. Et nous, au niveau des éditeurs, par exemple, quand vous regardez sur un effectif, sur 100, par exemple, 45 à 50% ou 55% déjà en interne constituent des techniciens qualifiés ou des développeurs qualifiés. Le reste maintenant des pourcentages peut se répartir, oui, entre les équipes support, d'accord, et les équipes produits. Dans produits, bien sûr, je vais mettre les product managers, les product owners ou les business development. D'accord. Il faut noter aussi que la protection des clients, comme je disais, doit incarner justement les procédures, les process internes. Quand je parle de process internes, par exemple, au niveau de l'éditeur, c'est d'abord les différents niveaux de support que tu proposes à ton client. Le premier niveau de support, le deuxième niveau de support, même le troisième niveau de support. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, tu peux te retrouver en week-end et une plateforme logicielle, par exemple, de core banking ou de mobile ou business banking est down. Il faut alors être réactif, justement, au niveau de ces différents niveaux de support. Et ça fait partie du contrat que tu signes avec ton client. Parce que si la plateforme est down, mais tu portes atteinte à ton expérience client, c'est-à-dire ton client corporate, il prend un coup. Il prend un coup automatiquement. Donc, je dirais oui, aujourd'hui, quand même, il faut noter que la plupart, en tout cas, les éditeurs au niveau de classe mondiale, d'accord, que vous connaissez certainement, y compris, oui, Software Group, ils respectent totalement ou suffisamment les aspects liés à la protection des clients. Je parle notamment des procédures, des effectifs qualifiés, d'accord. Je parle notamment des différents niveaux de support qu'il faut obligatoirement respecter. Je parle justement aussi du contrat déjà que l'éditeur signe avec le client corporate. Parce que le contrat de licence, d'accord, inclut notamment la maintenance, est déjà le premier niveau déjà de protection du client. À travers le contrat, tu garantis, d'accord, à ton client que toi, tu lui fournis une plateforme qui va fonctionner pendant une certaine période. Si la période, par exemple, elle est 3 ans, tu dis oui, c'est une plateforme qui va fonctionner correctement sur 3 ans, qui va fonctionner correctement sur 5 ans, avec un contrat de maintenance. Souvent, il peut y avoir des éditeurs qui ne fournissent pas de contrat de maintenance, mais ce n'est pas bon. Il faut fournir un contrat de maintenance au client. Et le client aussi, des fois, peut-être, il se dit, écoute, je paye déjà la licence, mais je ne veux pas payer la maintenance. Parce que j'estime que peut-être la maintenance, quand même aussi, ça coûte. Oui, mais la maintenance aussi, ce sont des ressources qu'on met à disposition. Ce sont des ressources dédiées, des ressources techniques, un support qui est dédié aux clients. Donc, c'est de l'argent. Donc, il faut mettre de l'argent justement pour pouvoir garantir la maintenance de votre système. Parce que 24 heures sur 24, le support travaille justement pour garantir l'expérience client de tes clients finaux. Ouais. Et je parlais tout à l'heure des normes de sécurité. Oui, aujourd'hui, par exemple, vous avez vu, il y a des fintechs avec qui j'ai eu à travailler justement dans le passé aujourd'hui qui sont passés à une certification PCI DSS. PCI DSS, c'est très bien, et qui garantit justement oui, la sécurité, la cryptologie, notamment des données. Vous avez par exemple des normes ISO, toute la norme ISO 27000, toute la série 27000, 27000, 27001, 27002, 27003, 27000, 27005, justement, qui a une suite notamment des techniques de sécurité, de management de la sécurité, de la qualité, d'accord, des codes de bonne conduite, des codes de management de la sécurité, d'accord, de l'audit des systèmes d'information. Donc, parlons même de l'audit.
dans mon triangle que j'ai présenté, vous avez le régulateur, par exemple. Le régulateur, justement, son rôle, que ce soit des auditeurs internes ou le régulateur externe, le rôle, justement, c'est de challenger les éditeurs à travers notamment la maintenance périodique, les missions de l'audit périodique, d'accord? Ça permet justement de challenger les auditeurs. Et ça, dans les entreprises ou chez les éditeurs de classe mondiale, ce sont des choses qui se font couramment. C'est des choses qui se font couramment. Ce sont des rapports justement que des fois, le client peut demander. Le client peut demander également à l'éditeur. Et oui, l'éditeur, justement, a le devoir, justement, de pouvoir rassurer son client sur sa compliance, sur le respect de l'ensemble des procédures. Et un mot, justement, sur la compliance, il faut juste dire aussi la compliance au niveau du client. Parce que l'éditeur aussi se doit, non seulement, au-delà de fournir une solution, l'éditeur aussi se doit de conseiller son client. Parce que, comme je dis, l'éditeur, au fait, a un rapport direct avec le client corporate, mais on doit conseiller le client justement pour qu'il puisse fournir une meilleure expérience et une protection beaucoup plus garantie à ses clients finaux. Je donne un exemple. Moi, c'est ce que je fais. Quand je prends par exemple un client que j'accompagne dans l'implémentation d'une solution, par exemple, de agency banking. Alors, tu peux te rendre compte que, par exemple, que le client, il n'est pas au fait ou il n'est pas assez conscient, justement, de toute l'organisation interne qu'il doit mettre en place. Ce n'est pas juste une solution qu'on implémente, non, ce n'est pas comme ça. Donc, quand tu mets sur le marché un nouveau produit, tu t'assures justement que tu as toute l'organisation interne nécessaire, tout le support aussi interne nécessaire pour pouvoir garantir un bon parcours client pour tes clients finaux. Donc, par exemple, quand je prends le cas de l'agency banking, les éléments, c'est d'abord déjà d'avoir des techniciens, une équipe technique qualifiée, d'accord, des équipes produits en interne assez compétents, ceux qui maîtrisent correctement le produit, d'avoir par exemple des ressources, par exemple en infrastructure réseau, puisque l'agency banking, la base, il faut que ce soit une solution connectée. Donc, il faut des ressources justement pour maintenir la solution en interne. Lorsque tu fais recours, par exemple, à des consultants externes, ça te coûte beaucoup plus cher que d'avoir justement une ressource en interne que tu payes par mois, qui a son salaire et qui maintient justement ta plateforme en marche. D'accord? Donc, c'est un peu de tout. Ce sont des outils à la fois que aujourd'hui, nous, éditeurs, d'accord, premièrement, que nous remplissons, d'accord, les différentes certifications, méthodes de travail. Lorsque tu prends, par exemple, un projet de déploiement, il y a tout un ensemble d'équipes, d'accord, qui interviennent dans le projet. Les chefs de produit, le testeur, le responsable qualité, les responsables intégration, les responsables support, les formateurs. Voilà. C'est tout un ensemble d'équipes, d'accord, que tu dois fournir justement à ton client pour lui garantir, oui, la base, c'est d'avoir des équipes formées, de remplir justement les conditions de compliance, de respecter la conformité, parce que oui, il faut mettre en place des procédures en interne, et il faut respecter les procédures. Justement, fournir également, justement au niveau des interfaces, fournir justement des interfaces assez ergonomiques aux clients. Parce que lorsque le client aujourd'hui se plaint, tu utilises par exemple une solution wallet et tu fais par exemple une demande de crédit et tu n'as pas satisfaction, tu vas te plaindre. Mais quand tu te plains, il faut des équipes derrière justement pour répondre à la plainte du client. Ça aussi, ça fait partie de la protection des clients. D'accord? Donc, autant d'éléments, d'accord, sur lesquels vraiment j'attire l'attention sur la protection des clients. Les différentes normes ISO, la conformité. Aujourd'hui, il y a des fournisseurs qui forcent un peu la main à d'autres éditeurs. Je prends par exemple le cas des fintech et le cas des éditeurs ou des fournisseurs comme Mastercard ou Visa, qui aujourd'hui, par exemple, ils disent l'une des conditions, d'accord,
pour les fintech. Pourquoi les fintech, d'ailleurs, ils sont passés la plupart à des normes PCI DSS? Parce qu'on leur a forcé la main. Il faut respecter, il faut être compliance, il faut respecter la conformité, il faut respecter les standards de sécurité. Sinon, vous ne pourrez pas justement vous connecter à nous. Aujourd'hui, pour pouvoir, par exemple, sur l'échange des données, pour ne pas oublier, sur l'échange des données aujourd'hui, il faut maîtriser l'ensemble des techniques de communication, de support de communication pour l'échange des données, et notamment, par exemple, mettre en place un système VPN. Il y a des entreprises, des fois, où des ressources ne savent pas le faire. Donc, il faut justement que les éditeurs conseillent un peu plus leurs clients et que les clients aussi soient conscients justement de tous ces challenges-là. Mettre en place, par exemple, une communication VPN, mettre en place, faire des intégrations, par exemple, API, d'accord, mettre en place, justement, sécuriser l'ensemble des systèmes via des protocoles HTTPS. Voilà. Donc, autant d'éléments il faut être à jour et justement, et que les équipes techniques et développeurs, support, voilà, puissent justement respecter. Et ensuite, greffer tout cela justement à un ensemble de procédures, de process internes à respecter. Donc, voilà un peu ce que je peux dire sur, oui, les éditeurs, la compliance, notamment au niveau des éditeurs technologiques. Merci Charlie. C'est vrai que là, tu t'es exprimé sous la casquette du fournisseur de technologie. Je reviendrai tout à l'heure vers toi sous la casquette maintenant du responsable d'association. Donc, peut-être, il y a déjà beaucoup de questions qui viennent dans le chat box. On va prendre quelques minutes d'abord pour terminer les dernières questions que nous avions prévues au titre de ce webinaire. Mais j'ai noté une demande de Madame Ali Jonaï, qui demande si elle peut avoir accès aux anciens webinaires DFI. Oui, c'est tout à fait possible. Donc, je mettrai tout à l'heure à disposition via le chat box le lien d'accès aux anciens webinaires DFI. Et je rappelle que dans le chat box, je viens encore d'indiquer le lien pour ceux-là qui souhaiteraient s'inscrire à la cérémonie de lancement de l'Alliance des associations DFI. Donc, Charlie, comme je disais, je retourne vers toi, mais maintenant sous la casquette, non plus sous la casquette du fournisseur de technologie, mais sous la casquette du responsable d'association. Alors aujourd'hui, l'une des missions de l'Alliance des associations professionnelles DFI, c'est vraiment de pouvoir faire du lobby et d'accompagner les régulateurs. Alors, comment est-ce que vous organisez le dialogue avec les régulateurs et les décideurs en vue de veiller à une bonne protection des clients des services financiers numériques? Alors, comme je le disais dès le début, ce que nous faisons alors, à ce stade, essentiellement, c'est beaucoup de plaidoyer. Et ce que nous faisons justement, c'est aussi, nous organisons beaucoup d'événements, notamment des webinaires et des meet-ups. L'objectif, justement, c'est de pouvoir démystifier le secteur, d'accord, démocratiser un peu le secteur, justement, de la finance digitale, d'accord. Et ce que nous faisons, nous produisons aussi, oui, beaucoup de contenu, parce qu'il faut produire du contenu pour que les décideurs, pour que les nouveaux cadres, je dirais en griffe, les nouveaux cadres, voilà, puissent justement s'imprégner des réalités du marché pour pouvoir justement être à jour sur les défis du secteur, de pouvoir prendre des mesures nécessaires. Comme je disais à l'entame des propos, les premiers garants, d'accord, c'est le conseil d'administration. Le conseil d'administration, c'est le directoire, d'accord. Donc nous, aujourd'hui, c'est ce que nous faisons essentiellement. Donc, nous avons déjà, premièrement, une approche, comme tu sais, basée sur la formation, d'accord. C'est ça d'abord. On ne peut pas parler de l'Alliance sans parler de BFI. Donc, la formation. Donc, la formation nous permet justement de proposer, d'accord, des ressources certifiées, des ressources certifiées dans le domaine de l'expertise, d'accord. Sur la base de l'expertise, maintenant, on va maintenant sur des approches justement de partenariat, de collaboration, de conseil, on crée justement après les canaux de collaboration avec les différents partenaires, que ce soit des organisations ou des entreprises. Donc, comme j'ai dit, pour le moment, oui,
nous organisons beaucoup de webinaires, d'accord. Nous organisons beaucoup, nous produisons du contenu, d'accord, à destination de la communauté. Nous organisons des sessions de meet-up. Le dernier meet-up, par exemple, que nous avons eu à organiser au Sénégal, c'était avec le CEO du Gym Le Bois, M. Koulibaly. C'était assez intéressant. Nous avons produit un contenu que nous allons partager dans les jours à venir. D'accord. Et au niveau de l'Alliance également, c'est ce que nous faisons. Au niveau de l'Alliance également, nous avons de l'expertise. Donc, l'objectif, après le lancement, c'est justement de participer à un certain nombre d'événements. D'accord. Comme tu as donné le cas, par exemple, en Afrique de l'Est. Voilà. Donc, c'est de continuer justement le plaidoyer, la sensibilisation. Nous avons des bailleurs justement qui nous accompagnent, FSD Africa, Bill Melinda Gates, d'accord, sur lesquels nous appuyons beaucoup justement pour pouvoir travailler avec l'ensemble des organisations et l'ensemble des partenaires. Voilà. Merci Charlie. Là maintenant, je vais me tourner vers Fabrice. Toujours, nous sommes rentrés maintenant sous le dernier axe de ce webinaire qui concerne vraiment le rôle des acteurs, donc les régulateurs, les prestataires de services financiers numériques et les décideurs politiques. Donc aujourd'hui, savoir exactement quel est leur rôle dans la protection des services financiers numériques. Donc ça, nous l'avions commencé avec Charlie. Et là maintenant, je vais me tourner vers Fabrice pour savoir aujourd'hui quelles sont les actions concrètes que devraient mener les régulateurs pour toujours veiller à une bonne protection des clients des services financiers numériques. Merci, Maxime. Personnellement, le régulateur, je ne l'envie pas. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il a toujours le mauvais rôle, en fait. Il a toujours le mauvais rôle. S'il essaie de trop réguler, il bride l'innovation et l'invention. S'il essaie de ne pas suffisamment réguler, ben, ça part dans tous les sens, en fait. Donc, il faut trouver le bon équilibre entre régulation et innovation. Dans un premier temps, c'est toutes les actions de sensibilisation et de communication. C'est-à-dire, il faut dire en fait aux populations, ben, écoutez, voici vos droits relativement à vos données personnelles. Voici ce à quoi vous avez droit. Vous avez le droit de savoir ce qu'on fait de vos données. Vous avez le droit de savoir quelles sont les données qui sont collectées. Vous avez le droit de savoir quel est le traitement derrière. Vous avez même le droit de savoir que vous pouvez ne pas donner vos informations personnelles. Vous avez aussi le droit de savoir la différence entre informations personnelles, par exemple, numéro de téléphone, nom, prénom, tout ça, et les informations dites sensibles, c'est-à-dire pouvant conduire à des analyses délicates. Par exemple, la race, les opinions politiques et les opinions religieuses. Vous avez le droit, lorsque quelqu'un vous les demande, de dire on ne veut pas. Bon, ce travail de sensibilisation, il est à la charge du régulateur. Il ne peut se dédier de ça. Il ne peut s'en dédier. Ensuite, le régulateur a le devoir de s'assurer que toutes les entreprises qui ont fait la demande de traiter les informations personnelles ont l'organisation, la structure nécessaire à cela. Ça veut dire le Data Privacy Officer, ça veut dire les bonnes procédures, ça veut dire les accords de confidentialité, ça veut dire la base de données qui est uniquement à disposition d'eux et que s'il y a sous-traitant demain ou maintenant, le contrat prend en compte le respect de la procédure en fonction. Ça, c'est à la charge du régulateur. Mais en même temps, comme je l'ai dit, il ne faut pas réguler pour réguler. Il faut que le régulateur continue de mener des réflexions afin de trouver des sortes de trouver des lois ou bien des recommandations pour que l'innovation puisse aller. Prenons un exemple simple. Au Tchad, aujourd'hui, la signature électronique a la même valeur que la signature physique. Donc, je peux ouvrir un compte de peu importe l'endroit où je suis dans le pays avec simplement ma donnée biométrique. Pourquoi? Parce que le régulateur a mené la réflexion à l'amont et s'assurer que
les données biométriques, par exemple, comme l'empreinte de mon pouce, est suffisamment correctement traitée par tous les opérateurs. Ce genre de réflexion doit être fait par la RTC en Côte d'Ivoire et même par la BCAO, en fait, pour la région. Voilà ce que je veux dire. Donc, tout ce travail de sensibilisation, tout ce travail de régulation et même, s'il le faut, le travail de sanction pour ceux qui ne respectent pas la conformité dans le domaine. Voilà ce que je voulais dire sur le sujet. Merci Fabrice. Je crois qu'à travers ton intervention, nous avons ainsi répondu à une question de Philibert Ninoisé qui demandait à savoir quel doit être le rôle des pouvoirs publics dans la protection des clients quand les fournisseurs de services ne parviennent pas à satisfaire au respect de la protection des données. Donc, c'est une question que nous venons d'épuiser ainsi. Donc, je vais maintenant me tourner vers Maxime afin de pouvoir aller vers le terme de cette discussion et juste après ouvrir la session de questions et réponses. Maxime, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez que les régulateurs et les décideurs politiques pourraient prendre comme mesure afin justement de pouvoir mieux protéger les clients des services financiers? Merci beaucoup, Maxime. Il y a pas mal d'actions qui se font déjà, qu'il faut peut-être renforcer. On ne peut pas parler d'actions pour réguler sans citer l'acteur au premier chef, qui est aujourd'hui la Banque centrale. Il faut dire aujourd'hui que la Banque centrale aujourd'hui a déjà pris un certain nombre de dispositions, notamment à travers l'instruction 008 qui régit l'activité d'émission de monnaie électronique dans lesquelles il est prévu un certain nombre déjà de dispositions relatives à l'information, à la communication, à l'endroit des populations ou des clients, selon que je sois émetteur ou selon que je sois un statut d'opérateur technique travaillant en collaboration avec une banque émettrice. Également, une disposition qui impose aux fintech ou aux fournisseurs de services financiers numériques de faire des audits de leur plateforme chaque 3 ans. C'est mis dans l'instruction. L'instruction également a prévu un certain nombre de dispositions qui dit lorsque un compte n'est pas complètement enregistré, en termes d'AML, quelles sont les limites de cette transaction, etc. Il y a pas mal d'éléments qui ont été déjà mis en place qui puissent permettre pour protéger le client. Mais l'élément qu'il faut rajouter, c'est qu'il faut la surveillance, au fait, il faut renforcer la surveillance relative à l'application ou à l'applicabilité de ces dispositions pour être sûr que est-ce que tous les fournisseurs de services numériques respectent réellement les critères ou les dispositions mises en place. Donc, le premier élément, à mon avis, que moi je vois qu'il faut voir, c'est aujourd'hui de faire peut-être une évaluation des dispositions mises en place pour voir est-ce que ça continue toujours de tenir ou non. Et si oui, on les maintient, sinon, qu'est-ce qu'il faut renforcer? Très important. Deuxième élément également, c'est qu'aujourd'hui, par le rôle de régulation que la Banque centrale joue, c'est de s'assurer qu'aujourd'hui, au niveau interne des fournisseurs de services financiers numériques, est-ce que l'ensemble des procédures, parce que Charlie parlait tout à l'heure du rôle du directoire, du rôle du conseil d'administration, etc., il faut qu'on s'assure que les dispositions internes qui sont prises au niveau même de l'organisation, au niveau même des fournisseurs de services numériques, intègrent des procédures et des process qui permettent de sécuriser l'activité et de sécuriser également les clients. Et quand je parle de ça, c'est toutes les questions qui sont les questions très intéressantes, je les ai parcouru rapidement, sur comment est-ce qu'on protège les données des clients, sur comment est-ce qu'on conserve les données des clients, etc. Donc, il faut des audits également en interne pour les entreprises qui sont certifiées ou non. Aujourd'hui, le fournisseur de services aussi doit faire des audits pour pouvoir s'assurer que est-ce que mes dispositifs ou bien mes procédures définies en interne sont réellement d'actualité ou non et les renforcer. L'avantage de ce mécanisme-là aussi permet de répondre à la question de la cybercriminalité qui est posée aujourd'hui. C'est de voir comment est-ce que mon système est violable. Est-ce que mon système peut être atteint? Aujourd'hui, je sais qu'il y a certaines banques aujourd'hui, pour citer le cas de UBI que je connais, ils ont même en interne des gens qui sont là tous les jours à tester le système à vouloir violer pour voir comment est-ce qu'on peut corriger les dispositifs. Lorsque je prends également un service que UBI a lancé en collaboration
Walex, où vous liez vos comptes, c'est l'une des banques aujourd'hui qui a pu automatiser le processus d'enregistrement ou de souscription à ce service-là à partir de ton téléphone de chez toi. Mais sauf que ils ont mis un process pour dire, lorsque le client ne s'est pas présenté en agence complètement, il est limité à 200 000 francs de transaction le mois. L'idée, c'est de protéger également le compte du client pour qu'il n'y ait pas, pour qu'on s'assure d'avoir tout son KYC afin de lui permettre d'avoir accès à des AML plus grands. Donc, il y a pas mal de dispositifs. Donc, pour moi, pour résumer et laisser les autres intervenir, c'est de dire, ce qu'on doit faire, c'est, je crois que la Banque centrale le fait, la Banque centrale le fait, et c'est de continuer à renforcer le dispositif de suivi des acteurs. On a vu dans certains marchés, je parle le cas du Bénin, la Banque centrale a dû arrêter par exemple des offres que des opérateurs ont lancées avec d'autres partenaires dans le secteur des assurances, etc. Parce qu'ils jugent que la procédure de lancement de ces services-là n'a pas respecté au fait les dispositifs qu'il faut. Donc aujourd'hui, c'est qu'on s'assure que est-ce que les dispositions prévues dans le cadre réglementaire ou bien dans le cadre des instructions qui régissent l'activité, est-ce que c'est applicable? Est-ce que c'est appliqué? Sinon, il faut sanctionner. Parce que ne pas sanctionner, comme le dit Fabrice, va amener à des dérives. Et je pense qu'aujourd'hui, on salue cette initiative. Moi, je salue en tout cas les dispositions ou le rôle que joue la Banque centrale aujourd'hui dans la régulation. Maintenant, il peut arriver, il arrive des fois qu'il y ait chevauchement entre des acteurs de régulation, notamment l'autorité de régulation, l'ARCEP, et la Banque centrale, parce qu'à des moments donnés, c'est avec la même SIM qu'il faut faire les appels, et c'est avec la même SIM qu'il faut faire les activités monétaires, ou que l'instruction même prévoit dans cette dispositif que je peux être opérateur technique et être en partenariat avec une banque émettrice et fonctionner. Donc, à des moments donnés, même dans le lancement de certaines offres, le régulateur se dit, des fois, je ne suis pas habilité. Donc, aller vers la Banque centrale. Donc, du coup, il faut avoir, à un moment donné, un cadre de concertation entre l'ensemble des régulateurs pour être en mesure de trancher sur des questions sensibles en termes d'identité numérique, etc. etc. Pour finir mon intervention, je connais le cas du Bénin, je ne connais pas le cas des autres pays. Nous avons ici une institution qui est l'APDP, l'Autorité de protection des données personnelles. C'est une entité carrément dont le rôle est de veiller à ce que l'informatique soit de mise, mais également à ne pas empiéter sur les libertés et les droits des gens. Et je pense que son rôle est de s'assurer que les structures, tout en collectant, est-ce qu'ils sont autorisés à le faire? Il faut avoir l'agrément, il faut avoir l'autorisation, mais aussi de s'assurer derrière que est-ce que l'ensemble des acteurs appliquent les règles et les dispositions qui garantissent réellement la protection des données des clients. Merci. Merci, merci Maxime. Je crois que nous arrivons au terme de cette discussion. Je crois que nous allons prendre une dizaine, voire une quinzaine de minutes pour répondre aux questions des participants. Et Dieu sait que nous avons beaucoup de questions dans le chat box. Et je m'en vais commencer cette session de questions et réponses par une question justement de Moriba Fadiga, qui souhaiterait savoir la relation entre l'identité numérique et la protection des clients. Je vais peut-être adresser cette question à Fabrice, puisque tout à l'heure, vous évoquiez un exemple au chat où aujourd'hui, la signature numérique est tout aussi valable. Donc, sachant que la signature numérique est un attribut d'identité digitale, je vais peut-être adresser cette question à Fabrice. D'accord, merci pour la question. Je pense que la personne qui a fait la question il y a un amalgame. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, on ne peut plus soustraire l'identité numérique de l'identité d'une personne, en fait. Par exemple, aujourd'hui en Allemagne, je suis capable de me faire identifier. On estime que les technologies de reconnaissance qui sont sur les smartphones, je ne donnerai pas les noms pour ne pas faire de publicité, sont suffisantes pour identifier une personne. Ça veut dire la reconnaissance biométrique de mon visage par mon smartphone, de mon pouce par mon smartphone, ou bien le code que je mets par mon smartphone est suffisant au regard de la loi pour m'identifier, même pour un service public.
pour dire de façon claire, si aujourd'hui je veux demander mon extrait de naissance et que je me fais identifier par mon smartphone avec la reconnaissance faciale, c'est suffisant pour l'État pour estimer que c'est moi qui fais la demande. Donc, oui, l'identification numérique aujourd'hui est essentielle et s'impose d'elle-même. Nous ne pouvons pas y échapper, nous ne pouvons pas la rejeter. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on accompagne derrière tout le back-office, enfin dire toute l'organisation qui est derrière pour le traitement de l'information, pour le traitement de la donnée. Voilà le défi actuel. Sinon, aujourd'hui, je suis désolé, vos identifiants numériques, c'est vous. Je ne pourrais pas le dire autrement aujourd'hui. Vos identifiants numériques, c'est vous aujourd'hui. Bientôt, il vous suffira juste de votre empreinte digitale pour faire un virement ou bien pour accepter une demande de crédit. Tout simplement. Ce sera juste ça. Ça a déjà commencé. Les technologies sont là. Les tests ont été réalisés. Bientôt, ça sera juste ça. Donc oui, le numérique aujourd'hui vous identifie. Voilà ce que je voulais dire. Merci Fabrice. Et j'ai une autre question que là, je vais peut-être adresser à Maxime, cette question est relative à la cybercriminalité. C'est une question posée par Alison Jonaye. Elle souhaiterait savoir aujourd'hui comment la question de la cybercriminalité est adressée au niveau des services de mobile money. OK. Oui, Maxime, je te vois sourire. Je fais appel à ton expérience d'opérateur télécom. Bon, ben, c'est une question de tous les jours pour les opérateurs de téléphonie mobile parce que, tout comme les banques d'ailleurs, on est tout le temps attaqué. On est tout le temps attaqué. Et les nouvelles donnes aujourd'hui, c'est que c'est des mailings, c'est des faux mails. Les faux mails qui sont... Il y a plusieurs types, ou bien plusieurs cas d'attaques cybercriminelles qui sont faites. Et que les dernières de ces derniers mois, c'est des mails qui sont envoyés. D'accord? Vous ne savez pas, on connaît vos titres, on ne sait pas comment ils font. Et il suffit de cliquer sur le lien du mail et puis ils ont accès à votre ordinateur, ils rentrent dans le réseau, etc. Il y a pas mal d'éléments, il y a plusieurs aspects qui sont mis en œuvre. Alors aujourd'hui, le premier élément dont les opérateurs s'assurent, c'est il faut d'abord s'assurer que les AML sont bien implémentés sur le réseau. Lorsque je parle des AML, les limites des transactions en fonction des profils sont bien implémentées pour être sûr qu'à un moment donné, qu'il n'y a pas quelqu'un ou un individu ou une tierce personne qui est en train de dépasser le seuil de transaction défini en fonction de son profil. Deuxième élément, il faut s'assurer à faire périodiquement ce que nous appelons l'analyse des profils. Parce que dans les entreprises, généralement, de mobile money, vous avez soit des conseillers clientèle, des stagiaires, des responsables, etc. Mais chaque profil doit avoir son droit. On ne peut pas donner tous les accès, c'est-à-dire que celui qui doit avoir un accès administrateur doit être différent de celui qui doit avoir un accès. Le responsable ne doit pas avoir, ou le stagiaire ne peut pas avoir les mêmes droits, d'accord, qu'un directeur, etc. Donc, il faut s'assurer permanemment de faire l'analyse des profils pour s'assurer est-ce qu'on n'a pas donné plus de droits à un acteur interne ou non. Parce que lorsque vous le faites, au moment où la personne a accès à d'autres modules, ça fait appel à c'est des risques, en fait. Donc, l'analyse des AML avec un système de génération des notifications SMS à un groupe de personnes qui reçoivent dès qu'un agent, un client est en train de dépasser un seuil de transaction ou est en train d'émietter cette transaction, il faut qu'il y ait une équipe, notamment de revenus assurance et fraude, qui reçoit des notifications SMS de transaction tel numéro est en train de faire ci. Vous recevez la notification, on l'appelle, on peut vérifier. Même également au niveau des profils. Lorsqu'on fait l'analyse des profils, on se rend compte, mais cette personne a droit à tel de profil. Pourquoi, à un moment donné, est-il allé regarder ou a-t-il allé accéder au compte de temps ou temps?
Un autre élément au niveau des dispositions qui sont mises en place aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle les comptes qui sont des comptes sensibles. Des comptes, si vous avez des partenaires tels que des masters, des dealers, les comptes des banques, par exemple, il faut mettre en place ou de notifications pour être sûr que dès que quelqu'un touche à ces comptes-là, que vous ayez des notifications mail, SMS qui vous permettent au fait de pouvoir être alerté, etc. Et de la même manière également, un certain nombre de dispositions, normalement au niveau IT, et il faut être toujours en train de renforcer le dispositif de sécurité de la plateforme par des audits, etc., pour toujours continuellement. Et également en termes d'organisation interne, aujourd'hui, c'est que tous les opérateurs le font. Ils ont une entité qu'ils appellent un département revenu, assurance de fraude, dont le rôle est tous les jours d'analyser les lignes de revenus, parce qu'il faut analyser les lignes de revenus, les lignes de commission, les lignes de charges, pour être sûr que est-ce qu'on n'est pas en train de payer plus ou quoi, etc. Ou bien et aussi faire l'analyse des comptes système internes. Parce que c'est ça aussi le problème, parce que les comptes système internes sont des comptes qui regorgent de beaucoup d'argent et il faut être en train de faire l'analyse, le suivi de ces comptes-là, les états de rapprochement, pour être sûr qu'il n'y a pas de l'argent qui est en train de vous échapper ou quelqu'un qui est en train d'accéder à un compte quelque part qui fait quelque chose. Un autre dispositif qui est mis en place aujourd'hui et qui a fait beaucoup de dégâts au niveau du mobile money, c'est le swap des numéros. Qui ont fait aujourd'hui que beaucoup d'opérateurs ont revu la procédure de swap des numéros. Puisque je suis un client, je viens voir un conseiller clientèle. Le conseiller clientèle m'identifie, je crée mon mot de passe. Le temps de sortir, ou bien même pour les autorités, hein, le temps de sortie, le conseiller a swappé via ma SIM, a modifié mon mot de passe, a fait une opération sur mon compte. Après, il reçoit et ramène ton IMSI sur le même numéro, etc. Donc, du coup, ça fait que les gens peuvent sortir l'argent de ton compte sans pour autant que vous ne soyez au courant. Et ça, c'est des fraudes internes. Et du coup, après ce moment, beaucoup d'opérateurs, je sais, ont renforcé leur dispositif, les procédures de swap. Avant qu'on ne puisse swapper, même si tu demandes la procédure, on va t'appeler. Est-ce que vous avez demandé, vous avez vérifié? Le swap n'est plus instantané, c'est dans 2 heures, dans 3 heures, dans 24 heures, etc. Donc, c'est pour dire que la question de la cybercriminalité est une question permanente, puisque les acteurs eux-mêmes sont toujours en train de chercher comment contrôler le système, comment, etc., etc. Et après ce moment, l'opérateur se doit à tout moment d'investir dans les modules ou bien des mécanismes, des systèmes qui vont lui permettre de renforcer son dispositif de sécurité. Comme le disait souvent un consultant en risque, il vaut mieux investir des milliards à sécuriser sa plateforme que d'attendre d'être attaqué pour se faire dévaliser, parce que ça entraîne un risque de réputation et qui est très grave pour l'opérateur, parce qu'après, les gens ne font plus confiance, les agents ne font plus confiance, le client sait que son agent n'est pas en sécurité et vous rentrez dans une chaîne de descente qui n'en finit pas. Donc, voilà mon point de vue sur la question. Je ne sais pas si j'ai pu donner quelques éléments de réponse qui satisfont à la question. Absolument. Merci, Maxime. Mais je vais rester avec toi parce que là, j'ai une question quasiment la même qui a été posée par Adama Dembélé et Moriba Fadika. Elle concerne les clients décédés. Est-ce que leurs données sont supprimées et que dit la réglementation à cet effet? OK. Alors, pour les clients décédés, pour les cas que moi j'ai vécu, les données ne sont pas supprimées. On ne supprime aucune donnée. En tout cas, il ne faut supprimer aucune donnée. Plutôt, les données sont archivées. On ne supprime pas des données parce qu'il faut toujours, à tout moment, il faut avoir la traçabilité de l'ensemble des transactions au fait sur la plateforme. Donc, on ne supprime pas les données, mais on peut archiver les données. Et d'ailleurs, pour les clients qui sont décédés, généralement, ça respecte la même procédure qu'au niveau des comptes bancaires aujourd'hui. Il faut qu'il y ait un conseil de famille, il faut que le juge ou quelqu'un ait légiféré pour, en tout cas, ou un juge ait donné le droit à celui qui a été désigné comme gestionnaire des ressources. On a un document officiel d'un juge, etc. Et c'est l'ensemble de ces documents que l'individu vient déposer au niveau de l'opérateur. Et c'est sur cette base-là maintenant qu'on traite au fait la requête. Si celui qui est décédé a de l'argent sur son compte,
et que on a tous les documents qui sont fournis, sont bien officiels, le conseil de famille a homologué, etc., on procède à la restitution des fonds. Mais quand il n'y a pas, on a des documents qui peuvent rien faire, ces données sont archivées et gardées. Parce qu'à tout moment, les acteurs peuvent venir. D'ailleurs, la Banque centrale, dans les collectes des données, vous demande ces informations. Et quels sont les comptes dormants, la valeur des transactions. Donc, eux-mêmes, ils suivent l'ensemble de ces données-là. Donc, on ne peut pas supprimer, il faut d'ailleurs jamais supprimer, il faut archiver pour avoir l'historique des transactions. Merci, Maxime. Là, j'ai une autre question. Je crois que celle-là, je vais l'adresser à Charlie. C'est une question posée par Firmin Bégou. Il fait d'abord observer, c'est que l'utilisation des applications mobiles pour les transactions électroniques l'utilisation des applications mobiles pour des transactions électroniques en lieu et place des codes USSD. Il souhaiterait savoir si cette utilisation n'augmente pas les risques liés à l'utilisation des données au vu de la vulnérabilité des smartphones. Si oui, dans quelle proportion et quelles sont les mesures de prévention pour les clients? Charlie? Oui, je suis là. Je suis en train de relire un peu la question. En fait, la question demande l'utilisation des applications mobiles pour les transactions électroniques d'argent en lieu et place des codes USSD. N'augmente-t-il pas les risques liés à l'utilisation des données vu la vulnérabilité? En fait, il faut noter qu'une donnée est une donnée. Une donnée, elle est financière, une donnée, c'est la protection. C'est la protection c'est la protection intellectuelle. C'est les données classiques, le nom, le prénom. La donnée, elle est financière, c'est-à-dire c'est les transactions que tu fais. Donc, quand tu utilises une application ou l'USSD, alors tu as deux types de données que tu notamment l'USSD, ce sont des données financières pour la plupart, c'est-à-dire soit tu réponds 1, 2, 3, 4 sur des données plutôt classiques, ou soit tu fais des transactions financières. D'accord? Tu envoies de l'argent, tu prêtes de l'argent, tu achètes du crédit, tu vois. Lorsque c'est l'USSD, lorsque c'est une application, donc c'est un smartphone, tu as beaucoup plus d'ergonomie de pouvoir faire de longues phrases, d'accord? De pouvoir justement communiquer plus des données classiques, le nom, le prénom, etc. Donc, la vulnérabilité, enfin, ce sont les mêmes risques, je dirais, ce sont les mêmes risques, mais jusqu'à aujourd'hui, l'USSD, tel qu'on l'utilise, voilà, c'est beaucoup plus pour favoriser une accessibilité des clients par rapport aux services financiers. Donc, moi, en tout cas, de mon point de vue, la manière dont je vois la question, premièrement, il faut noter que la donnée, c'est une donnée. La donnée, elle doit être protégée. D'accord? Que ce soit une donnée classique, nom, prénom, âge, que ce soit une donnée financière, d'accord? Toutes les données doivent être protégées, pour garantir l'intégrité du client. Mais après, le choix d'une technologie à l'autre est beaucoup plus une question en griffe marketing, d'accord? Une question marketing, question justement d'accessibilité du client par rapport aux services financiers. Donc, quelles sont les mesures de prévention pour les clients? Les mesures, en général, ce sont, comme je dis, comme mes co-panélistes l'ont précisé, ce sont des mesures justement internes à la banque ou à la microfinance, aux clients en général, c'est-à-dire aux clients corporate qui met en place le produit. Donc, vous définissez vos procédures en interne, vous définissez vos process en interne, vous définissez le parcours du client en interne et le client final ne fera que respecter cela. Après, maintenant, justement, il faut garantir le fonctionnement des applications. Donc, justement, il faut maintenir les différentes applications en marche. Quand tu parles de l'USSD, tu parles notamment de faire intervenir un opérateur télécom ou une plateforme tierce. Donc, l'infrastructure en général doit être maintenue pour justement permettre aux clients de pouvoir être satisfaits.
Merci, Charlie. Je crois que j'ai une dernière question. Là, nous avons Moriba Fadiga qui revient avec une question que je vais adresser à Fabrice. Je crois quand même que vous avez, au travers de vos développements, vous avez sans doute adressé à plusieurs reprises cette question. Il souhaiterait savoir qu'est-ce qui est prévu pour les clients ou les prospects qui ne savent pas lire, écrire et compter. Je crois quand même que vous avez évoqué, par exemple, les hotlines, vous avez aussi évoqué l'identité digitale, mais bon, je vais peut-être laisser la parole à Fabrice, peut-être pour rappeler quelques-uns de ces éléments qui sont prévus justement pour protéger ce profil de client. Merci, Maxime. Oui, il faut comprendre que, comme le précédent intervenant disait, que ce soit l'USSD ou bien ce sont juste des canaux, d'accord? Il faut trouver le bon canal, tout simplement. Et je vous le dis, en fait, aujourd'hui, il y a un canal qui est mis à disposition pour pallier à cette problématique en Afrique de beaucoup de personnes qui ne savent pas lire et écrire ou bien qui ne parlent que leur langue vernaculaire. C'est le serveur vocal, tout simplement. Je veux dire, tu appelles un serveur vocal et il te donne les informations. Nous avons testé ce modèle au Niger, donc ça se passe plutôt bien. Ce n'est pas toujours évident pour un papa qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, de lui dire, bah, écoute, il faut télécharger l'application, surtout même que, quoi qu'on dise, ce n'est que la 2G qui couvre la majorité du territoire d'Afrique de l'Ouest. La 3G et la 4G sont pas encore très répandues. Donc, c'est un problème pour toutes les applications mobiles parce qu'elles n'ont pas la connectivité ou l'infrastructure Internet nécessaire derrière pour fonctionner. La 2G, si. Par conséquent, il est beaucoup plus simple de partir sur les serveurs vocaux. Je ne donne pas les recommandations je parle simplement dans le cadre je parle seulement dans le cadre de la question. Je ne donne pas que les recommandations d'investissement ou bien les recommandations de consultants. D'accord. Donc, oui, le serveur vocal, et ça marche assez bien. Tu appelles, tapes le 1, tu dis ce que tu as à faire et il te donne ton solde. Les modèles actuellement marchent assez bien et ça se passe plutôt bien sur le marché. Après, les choix des canaux dépendent des clients, dépendent de leur cible, dépendent du modèle économique, dépendent des services proposés, tout simplement. Voilà. Merci, Fabrice, merci Maxime, merci Charlie. Nous arrivons au terme de cette discussion. Je crois quand même que nous avons passé pratiquement 1h30 ensemble avec nos participants. Et déjà, je constate que nous avons quasiment le même nombre de participants depuis le début du webinaire, ce qui montre quand même le grand intérêt qu'ils ont pour tout ce que vous avez eu à nous présenter. Je tenais à vous en remercier tout particulièrement. Je voudrais rappeler à l'attention des participants le lancement de l'Alliance des associations de finances digitales qui est prévu pour le 30 juin, donc le 30 septembre. Le lien a été partagé longuement avec vous tout au long de ce webinaire. Donc, nous vous donnons rendez-vous pour le 30. Et je crois qu'à cette occasion, nous aurons le plaisir de retrouver encore Charlie, qui est non seulement vice-président de l'association Digital Frontier Sénégal, mais qui est également membre du bureau de l'Alliance des associations professionnelles de finances digitales. Merci encore à vous, chers participants, pour avoir pris le temps de nous suivre, pour avoir échangé avec nous via le chatbox, partager vos questions, vos préoccupations. Nous vous remercions pour votre fidélité et nous vous disons à très bientôt. Merci encore à tous les panélistes pour avoir accepté de consacrer de leur temps pour entretenir nos participants. Merci à vous tous. Au revoir. Merci Maxime. Merci tout le monde. Au revoir. Merci.